Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, on va ferrailler pendant 1h30 et alors à peine rentré, je peux vous garantir que les échanges sont déjà acérés. Je suis ravi d'accueillir Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, bonjour. Bonjour. Vous êtes également le vice-président de la région Île-de-France. Brice Sokol, politologue, bonjour, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue, c'est aux éditions de l'Aube. Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Rémi Branco, vice-président du département du Lot et auteur de Loin des villes, loin du cœur, édition de l'Aube, mais également porte-parole du PES. Je crains que votre avis ne soit précieux aujourd'hui. Bonjour. Au sommaire de cette émission, de ces débats, bien sûr avec vous auditeurs, parce que c'est aussi votre émission, 0826 300 300 pour Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce la République des copains? Elle a été nommée à la Cour des comptes. Bon, on nous dit, vous allez voir Pierre Moscovici qui dit « Ah non, pardon, ça n'a rien à voir avec la République des copains. Elle est binationale, c'est une jeune femme, elle a été ministre, elle a toutes les qualités requises pour être nommée à la Cour des comptes et donner son avis. » Ah bon, 0826 300 300, les réseaux sociaux, ainsi que l'application Sud Radio. Certaines mauvaises langues disent même que c'est un accord avec François Bayrou. En échange d'une neutralité du Parti Socialiste sur la censure, hop, Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. On en reparlera. Et donc, quand on est une jeune femme, c'est une compétence pour être à la Cour des comptes. Vous nous direz ça. Hein, vous nous direz ça. Et puis Amir et Frisk Orléans, ce sont deux chanteurs, un rappeur, un chanteur. Ils n'ont rien à voir, deux poids, deux mesures, parce que l'un a le malheur de vouloir aller chanter aux Francopholies belges. Et alors là, collectif d'artistes qui disent on est très mal à l'aise quand même parce que après le 7 octobre il a dit que il soutenait l'armée israélienne, donc quand même. Par contre Frisk Orléans, qui a été lui interdit au moment des Eurokéennes, dit ah non, par contre il n'y avait pas d'artistes pour s'indigner. Deux poids deux mesures, on en parlera. Et puis tout de suite, moins de vacances pour gagner plus d'argent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous séduire, auditeur? Faut-il monétiser la 5e semaine de congé payé? C'est en tout cas ce que met sur la table la ministre du Travail, en disant, en réalité, on doit inciter les gens à augmenter leur temps de travail. Donc, selon l'exécutif, ça va s'inscrire dans un plan plus large pour travailler davantage et surtout pour travailler mieux. Je me tourne évidemment vers vous, Sophie de Menton. Est-ce que pour vous, ça, c'est une mesure utile pour remettre les Français au travail? Waouh, la question est Merci. très compliquée. Elle est très compliquée parce que, premièrement, le travail est un état d'esprit, qu'on essaie de dissuader les Français et on passe notre vie dans les médias à expliquer que c'est quand même, on est retourné à une période où le travail est douloureux, mal payé, il faut en faire de moins en moins, il faut des semaines de 4 heures, il faut tout ralentir, depuis le 35 heures, ça n'arrête pas. Alors, il y a, premièrement, je vais dire que le travail doit payer. Je tiens et je crois que c'est la base. Or, nous avons la plus grande différence au monde entre ce qui sort de la poche de l'entreprise et ce qui atterrit dans la poche du salarié. Oui. Donc, le brut et le net, la fameuse brut et le net, différence. c'est dingue. Quand j'augmente de 1 000 € un salarié, ce qui est énorme, ce qui est gros d'ailleurs, important pour lui, ça va m'en coûter 3 000 et quelques. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir travailler avec vous, Sophie de Menton, là. Si vous augmentez tout le monde de 1 000 € comme ça. J'aimerais beaucoup. Non mais attendez, les patrons, il faut quand même se dire un truc, ils rêvent que d'une chose, c'est d'augmenter leurs salariés, plutôt que de les voir qui peinent. Et donc qui quand vous les augmentez de 1 000 €, ça vous coûte 2 500 €. Mais ça me coûte beaucoup plus que ça me coûte 3 000 et quelques. Donc c'est juste insupportable. Donc le travail doit payer et tout le problème, le cœur du problème est là. Il est là. Parce que c'est pas une question de jour férié de tout, c'est que les gens gagnent pas assez d'argent. On s'appauvrit. Et moi je trouve ça effroyable. En France, on pense qu'à une chose, c'est raser les riches au lieu d'augmenter les pauvres. Bon, alors donc voilà. Alors maintenant, faut-il travailler plus? La réponse est oui. Et il faut. Mais est-ce que cette idée est la bonne? Vous n'avez pas répondu sur ça. Est-ce que cette idée de supprimer, de monétiser la 5e semaine de congé payé, c'est une bonne piste? Je suis une libérale, je pense qu'on doit travailler autant qu'on veut. S'il y a des gens qui veulent bosser beaucoup plus, et même s'il y a des gens qui ont envie de bosser 40 heures par semaine... Un bon point peut-être pour la ministre du Travail, Sophie de Menton. Mais oui, un bon point. D'ailleurs, elle est pas mal, je l'ai rencontrée. Elle est juste... elle est juste macroniste, quoi. Mais sinon... Non, c'est pas ça. Elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense. Elle est obligée de se plier au gouvernement. Il n'y a pas un ministre qui dit ce qu'il pense. Et voilà. Donc oui, c'est une bonne idée. Jean-Philippe Dugouin-Clément, je vous vois sourire délicatement. Non mais qu'on foute la paix aux Français, qu'on permette aux Français qui veulent travailler davantage de gagner plus, de travailler davantage et de gagner plus, qu'on permette à ceux qui ont un souhait de pouvoir bénéficier de plus de congés de le faire. Enfin, c'est le même débat qu'on a sur le travail, donc, sur la retraite, surtout. Parce que ce serait le même modèle que les RTT. Quand vous les prenez pas, vous les gagnez en argent. Travailler davantage, de travailler sur des jours de congé pour gagner plus. C'est la même question que le travail du dimanche. Des gens qui sont volontaires, qui souhaitent, pourquoi
pourquoi est-ce qu'on va les emmerder dans ce pays ? Qu'on protège les gens qui ont besoin d'avoir un minimum. Très bien. Mais enfin, des acquis sociaux, quand ça devient un prélèvement social, quand ça devient un boulet social pour des gens qui veulent pouvoir travailler, c'est absolument dingue. On se trouve avoir des gens qui bossent au black parce qu'on leur refuse de pouvoir travailler à côté. Enfin, on pourrait avoir la même logique sur les retraites. Pourquoi empêcher des gens qui veulent travailler plus de continuer à travailler, et pourquoi ne pas, qu'on laisse un peu de liberté aux gens, aux entreprises, aux partenaires sociaux. Rémi Branco, porte-parole du PS, il faut donner de la liberté aux gens. Est-ce que cette idée vous séduit ou au contraire, pour vous, c'est une certaine idée de l'horreur ? Non mais là, j'hallucine. C'est-à-dire que si on veut pouvoir travailler plus ou remplir le frigo, faut annuler les congés, c'est ça ? C'est des congés qui font que les travailleurs de ce pays n'arrivent pas à gagner. Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est à cause des congés que les gens n'arrivent pas aujourd'hui à remplir leur frigo ? Les congés, ils ont été créés parce qu'on a un droit au repos. Le salaire, il a été créé en échange d'un travail. Payé, c'est 1982. Absolument. Pierre Mauroy et François Mitterrand. Aujourd'hui, on voit bien que le travail a un impact sur la santé physique. C'était surtout le cas avant, encore le cas aujourd'hui. Un impact sur la santé mentale, et qu'aujourd'hui, le droit au congé, c'est un droit indispensable. Je comprends votre raisonnement de dire ah ben oui, mais après tout, ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent monétiser, etc. Sauf que ça rompt le dialogue social. Parce que si vous avez un salarié qui demande une augmentation, que va lui dire son patron ? Eh ben, t'as qu'à enlever une semaine de congé payé. Ça va faire l'objet de discussion évidemment entre partenaires sociaux. Alors que la discussion, elle ne doit pas être congé ou salaire. Le dialogue social, ça doit être salaire, augmentation de salaire ou pas. C'est une négociation. Il n'y a pas de dialogue social. Vous imaginez un seul patron qui va vous dire ok, d'accord, très bien, on dialogue tous les deux, tu vas être augmenté, t'enlèves 2 semaines de congés payés, mais on est où ? On n'est pas en République, dans le pays de la liberté. Ah non, là, non, je suis pas d'accord. On est dans un pays de subordination totale à ce moment-là du salarié au patron. Les congés sont un droit. Mais un droit, oui. C'est pas au patron de décider si le salarié va prendre un congé ou va le monétiser. C'est au salarié. Et par l'idée d'une négociation, l'objet de travailler, de les envoyer travailler au noir. Ça fera l'objet de. Il y a du travail au noir parce qu'il y a des congés payés dans ce pays. Vous estimez que c'est mieux parce qu'on interdit à des gens de travailler. Mais dans quelle entreprise vous avez du travail au black parce qu'il y a des congés ? Excusez-moi, oui, des gens qui veulent travailler. Dans quel monde bossent au black aujourd'hui parce qu'on leur interdit de travailler. À cause des congés. La voix de la raison avec Brice Sokol, politologue. Est-ce que ça vous paraît sage dans la période où on parle un peu de redresser la France d'un point de vue budgétaire, on souhaite remettre les Français au travail, ça va dans la bonne direction ? En tout cas, ça a été une des mesures symboliques, voilà, de l'intervention de François Bayrou. Moi, j'aimerais juste dire une chose. C'est que dans ce pays, pour des raisons idéologiques, lorsqu'on parle travail, on a une obsession française autour du travail. Et ça, je ne comprends pas. Parce qu'on réduit le travail au temps de travail. Dans l'impensé collectif, il y a eu quoi ? Il y a eu François Mitterrand et la retraite à 60 ans. Il y a eu les 35 heures avec Martine Aubry, et il y a eu le quoi qu'il en coûte avec Emmanuel Macron. Le sujet, c'est pas tant le temps de travail. Le sujet, c'est le rapport au travail, c'est le bien-être au travail. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Et idéologiquement, je pense qu'on se trompe. Le sujet, c'est pas le temps de travail. Combien vous voulez travailler plus, pas plus, 64 ans, etc. C'est pas ça le sujet. Pour beaucoup, le sujet, même si c'est pas idéologique, c'est de dire, écoutez, je suis très attaché à mes 35 heures, et quand tout à l'heure Sophie Menton parlait des exceptions, c'est la tendance des Français au travail. Travailler peut-être moins. Ça, c'est plus vrai. Le vrai sujet aujourd'hui, les partenaires sociaux le disent également, c'est le bien-être au travail. C'est quoi ? C'est le management toxique. C'est les rythmes intenses. C'est la reconnaissance des risques psychosociaux. C'est tout ça. Mais c'est pas le temps de travail. Les gens vous disent pas. C'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un débat idéologique. C'est un débat passé. Le sujet, c'est le bien-être au travail. Quand vous êtes bien au travail, vous avez envie d'y rester, vous êtes productif. Est-ce que je peux chère Sophie, juste après la mèche du débat vient d'être allumée, il a juste à se poursuivre. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Est-ce une bonne idée de partir moins en vacances pour gagner plus d'argent ? 0826 300 300 vous accueille au standard juste après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, je crois qu'on a touché un point sensible sur Sud Radio. 0826 300 300. Faut-il prendre moins de vacances pour gagner plus d'argent, c'est-à-dire monétiser en quelque sorte la 5e semaine de congé payé si on ne la prend pas exactement sur le modèle de certains RTT. J'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, vous êtes salarié, vous n'avez pas envie de prendre votre nombre de RTT qui vous est normalement dû, et bien vous le recevez à la fin du salaire ou à la fin de l'année. Est-ce que c'est une bonne solution ? Autour de la table, c'est vrai qu'on s'écharpe, certains disent surtout pas la 5e semaine de congé payé, c'est ce qu'on appelle des acquis sociaux, hors de question, et d'autres qui disent en réalité, foutez-nous la paix. 0826 300 300. Bonjour Florence.
Bonjour à tout le monde. Merci. Votre voix, Florence, déjà de personnes agacées par ce genre de débat me fait sourire. Vous êtes patronne du boulangerie et vous êtes déjà confrontée à une pénurie de main-d'œuvre. Donc en réalité, vous trouvez que cette solution, elle est comment? Elle va dans le bon sens ou c'est juste totalement déconnecté? Moi, alors j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par où commencer. Je vous en prie. Le micro est à vous, Florence. Merci. Donc nous, en boulangerie, on n'a pas les RTT. Donc quand j'entends les jours RTT... Déjà, les RTT, vous avez raison, c'est n'importe quoi. Alors, allez-y, voilà. Florence. Moi, j'étais salariée pendant 20 ans et maintenant, je suis patronne de boulangerie depuis 10 ans. Et c'est le jour et la nuit dans les avantages qu'ont nos salariés et ça me fait mal au cœur. Donc, est-ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, le travail doit être payé. Et quand je vois les charges que je paye et l'argent qui en effet au niveau de l'État, ça me dégoûte. Moi, je préférerais pouvoir augmenter mes salariés. Et j'ai pas envie qu'ils aient à choisir entre une prime que l'État va donner et combien de temps va donner cette prime l'État. Parce que si on dit que ça va être comme la prime le travail payé le dimanche, aujourd'hui c'est le patron qui paye le surplus. Donc en fait, c'est une idée de l'État que paye le patron. Oui, mais ça va durer combien de temps? Si un jour ils disent bon, ok, on vous met une prime, c'est l'État qui paye. Et combien de temps ils vont l'accorder cette prime? Et à quel moment ça va retomber sur les patrons? Mais je vous pose. Je veux payer mes salariés. Ouais. Je suis contre cette idée qu'ils aient le choix entre. Enfin, dans mon monde maintenant, le salarié, je veux qu'il puisse se reposer. Les 5 semaines, elles sont vraiment pas de trop. C'est du travail de nuit, c'est de la charge à porter, c'est des conditions de travail difficiles. On respire de la farine. On a aussi. Elle s'appelle comment votre boulangerie, Florence? Alors, c'est la boulangerie Les Blés d'Or, c'est à Ably, dans le 78, j'en profite. Et je recrute tout le temps. Et c'est très compliqué. Vous avez combien de salariés, Florence? Aujourd'hui, j'en ai 9. À la rentrée, je vais avoir 4 apprentis qui vont compléter l'équipe parce que là, les autres sont partis. Donc, on est pour l'apprentissage. Les gens, ils ont envie de transmettre, ils ont envie d'accompagner. Et moi, je veux accompagner mes salariés, mais pas leur supprimer leur semaine parce que oui, bien sûr, ils ont besoin d'argent, mais moi, je veux leur donner de leur argent. Comme vous disiez, madame, moi, je veux payer mes salariés à la hauteur de leur travail et je veux pouvoir aussi les récompenser. Et dans ce cas-là, Florence, est-ce que je peux vous demander d'être un peu concrète, par exemple, sauf si c'est trop indiscret, vous me le dites. Combien vous payez un salarié actuellement? Tous ceux qui travaillent avec vous, ils sont à combien? Comme ça, en même temps, on fait la proposition d'embauche, vous avez par l'antenne de Sud Radio, s'il y en a qui vous entendent, ils vous envoient le CV, on fait tout ici. Ça dépend des diplômés du poste, mais à mon boulanger aujourd'hui, il gagne 2200 €. Et si vous voulez l'augmenter, par exemple, un peu demain? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'augmenter tous les boulangers de la même façon, tous mes salariés de la même façon? Aujourd'hui, j'ai étudié la possibilité de chèques cadeaux. Oui. Les chèques cadeaux, je ne peux pas les donner individuellement. Je suis obligée de donner à tout le monde. Est-ce que toute l'équipe doit les reconnaître en même moment, de la même façon? Moi, je veux pouvoir, et les chèques cadeaux, je ne peux pas les donner individuellement. Oui, bien sûr. Et Florence, donc, dernière question, j'en profite que vous soyez au 0826 300 300. Parmi toutes les propositions qu'on a brassées depuis la prise de parole de François Bayrou, est-ce que vous, la chef de la boulangerie, la patronne d'entreprise, est-ce que vous avez entendu des solutions où vous vous êtes dit, voilà, ça va m'aider dans mon quotidien, des pistes concrètes? Alors honnêtement, j'ai pas tout débriefé parce que j'ai pas eu trop le temps. Je peux pas l'écouter tous là, je peux plus les écouter. Mais vous travaillez de toute façon. C'est trop difficile. Oui, je travaille et en plus ils sont pas audibles. Pour moi, ils sont pas audibles. Quand j'entends que les députés sont déjà en vacances. Ils vont pas tarder, c'est à la fin de la semaine. Ils sont pas tardés, ils sont en vacances. Voilà. Ils sont en vacances déjà. Ils reprennent quand début septembre. Début septembre. Voilà, et nous, on nous demande de travailler plus. De la mise en vacances de l'Assemblée nationale. Voilà. Et à côté de ça, j'ai un point juste à soulever. On dit qu'on a un problème de natalité. Moins de vacances, moins de bébés, moins de natalité, un impact sur l'économie. Merci beaucoup Florence d'avoir parlé vrai au micro de Sud Radio et de nous avoir appelé 0826 300 300. Vous voulez être comme Florence, vous voulez participer à la conversation, n'hésitez pas, mais également aussi sur les réseaux sociaux et sur l'application Sud Radio pour continuer à nous faire réagir et faire avancer la discussion. En réalité, elle est d'accord un peu avec tout le monde autour de la table, mine de rien, la camarade Florence. C'est-à-dire qu'elle dit, certainement pas de la suppression de la 5e semaine, parce que c'est un acquis, il est hors de question que mes salariés ne se tirent pas en vacances. C'est pas tout à fait supprimer la 5e semaine, parce qu'on pourrait imaginer... la monétiser. Donc en tout cas, la retirer du taux de vacances à prendre. On pourrait imaginer, par liberté, que cette 5e semaine, il y a des salariés qui veuillent travailler. Eh ben, c'est pas monstrueux. J'ai pas dit qu'il fallait l'imposer, la supprimer. Je dis que pendant cette 5e semaine, s'il y a des gens qui veulent bosser, eh ben, ils peuvent bosser. Ils peuvent éventuellement bosser au prix d'heures supplémentaires. J'en sais rien, mais foutez la paix à ceux
qui veulent bosser. Jean-Philippe Dugouin-Clément. C'est juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Des gens qui veulent. Enfin, il y a des gens qui vont faire un cumul d'emplois. Voilà, c'est aussi des choses qui existent. On peut peut-être interdire le cumul d'emplois dans une logique socialiste, néo-communiste et protectrice. Voilà, faut laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Qu'on mette un garantie, qu'on mette des protections pour tout le monde, parfait, et il en faut. Mais laisser un peu de liberté aux gens. Ce que dit Florence, c'est très révélateur de ce qu'on voit sur le marché du travail. Quand vous avez un compte épargne temps dans une entreprise, c'est pas les ouvriers, c'est pas les employés qui le demandent à le monétiser. Ce sont les cadres. C'est une mesure pour les cadres. Les ouvriers, les employés qui travaillent dans la boulangerie de Florence comme ailleurs, eux, ils vont vous dire j'ai besoin de ma 5e semaine de congé payé. Ce qui m'embête avec ce soi-disant choix entre des congés ou du salaire, c'est qu'encore une fois, le rapport de force avec le patron, il va être compliqué pour le salarié, en particulier pour l'ouvrier et pour l'employé. Pour le cadre, il n'y a pas de problème. Il peut négocier congé, salaire en plus. Ils avaient peur que ça atteigne les plus faibles. Oui, parce que eux, ils vont se retrouver face à un patron qui va leur dire tu veux gagner plus, t'enlèves ta semaine de congé payé. Et ça, c'est profondément injuste. C'est profondément terminé. C'est profondément injuste pour les ouvriers et les employés de ce pays, pour ceux qui n'ont pas le choix, qui ont besoin à la fois de salaire et de congé. Vous êtes en train de penser que l'ouvrier est un esclave. Vous ne savez pas que le patron est un monstre. Attendez, vous ne savez pas que le rapport de force a complètement changé. Nous n'arrivons pas à recruter. Moi, quand j'ai un salarié qui râle, il me dit si c'est ça, je me mets en congé maladie. C'est pas vrai. Le rapport de force a changé. Nous cherchons à les rendre heureux, à ce qu'ils restent, à ce qu'ils bossent bien. On cherche à recruter. On n'arrive pas à recruter. Donc vous êtes en train de raconter les années 50 où il y avait le méchant patron qui menaçait. Qui a besoin de congé et qui a besoin de salaire. C'est ce qu'elle vous dit. Mais elle a raison, elle dit qu'elle veut. Elle a dit, vous l'avez pas écouté. Elle a dit, je pense qu'ils méritent leur 5e semaine, bien sûr. Absolument. Mais s'ils n'ont pas envie de bosser, qu'ils bossent pas. De la liberté, Brice Sokol. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Non, on en revient toujours à la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai noté, c'est qu'elle a parlé d'apprentissage. Et dans ce pays, je pense qu'on ne valorise pas assez les métiers de l'apprentissage. Vous savez, il y a les jeunes qui veulent rentrer dans l'emploi, l'apprentissage, il faut le développer, et les seniors qui veulent travailler, ça n'a pas marché, et les seniors, c'est un lapsus, et les seniors qui veulent travailler, il faut pas les empêcher de travailler. On est un des pays européens où les seniors travaillent le moins, et ça c'est un vrai sujet. Les partenaires sociaux devraient s'emparer de ce sujet. Les plus jeunes, l'apprentissage et les seniors. Et là, il y a un enjeu en termes de croissance énorme pour notre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi excusez-moi, mais on est en train de tuer l'apprentissage. Ce qui a été fait depuis 2 ans par le gouvernement, c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce pour les entreprises ou les collectivités. Moi, dans ma commune de Mency, 16 000 habitants, tous les ans, j'ai 5 à 6 apprentis. La réalité, je continue à les prendre alors qu'ils me coûtent beaucoup plus cher parce que les frais de formation étaient pris en charge par l'État, ils ne sont plus pris en charge. Donc l'apprentissage, qui est peut-être et certainement une très bonne filière, on se retrouve aujourd'hui à voir tous les ans des étudiants qui rentrent dans des écoles, qui ne trouvent pas d'entreprise pour les former, et on désintéresse financièrement les entreprises et les collectivités à faire ce geste. On n'a plus un rond. Faire des économies sur le dos de l'apprentissage, mais c'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Attendez, je voulais dire qu'on utilise tellement mal l'argent public que vous avez tous raison. C'est bien plus intelligent de mettre un peu d'argent public pour l'apprentissage. Simplement, on n'a plus un centime. Ils coupent partout. Quand on va avoir le FMI qui débarque, on va faire quoi? On est vraiment, on est au bord du gouffre. Et d'ailleurs, moi je suis pour arrêter cette expression d'argent public. C'est l'argent des Français. Je pense que tout le monde voit, ou sur sa fiche de paie, ou à un moment quand on a une société, l'argent qu'on distribue, on se demande à chaque fois où est-ce qu'il part. Donc arrêtons peut-être de dire argent public, disons argent des Français, pour que tout le monde prenne conscience, politique y compris, qu'ils distribuent, ils piochent dans nos porte-monnaies à tous. Mais Maxime, tu as raison. La vraie question, en fait, aujourd'hui, c'est pas forcément de faire rentrer plus d'argent, mais c'est de mieux dépenser. Dépenser dans ce pays. Quelles sont nos priorités budgétaires? On les connaît pas depuis plusieurs années. Est-ce que c'est le régalien? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'environnement? Mais on est dans un gaspillage d'argent public qui est monstrueux. Un exemple concret, les ARS. Les agences régionales de santé. Elles ont été créées en 2010 pour piloter les politiques de santé. Enfin, vous savez combien ça coûte? 615 millions d'euros en fonctionnement pour payer 80% des gens qui travaillent dans ces ARS. Et vous rajoutez à ça 14 millions d'investissements. Mais à quoi servent les ARS qui sont loin? Si on les supprimait, quel serait l'effet? Aucun. Donc,
le sujet, c'est pas forcément chercher plus d'argent, c'est mieux dépenser, mieux prioriser. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de notre pays. Et surtout, c'est ce que disait Sophie de Menton au début, c'est-à-dire rémunérer l'argent. Après, est-ce que vous entendez aussi ceux qui disent cette idée peut-être d'aller rentabiliser, d'aller monétiser la 5e semaine de vacances, c'est aussi un moyen de contourner la vraie question peut-être de fond, la revalorisation des salaires en permanence. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Mais on a un sujet de fond sur le rapport avec le travail, c'est qu'aujourd'hui le travail n'est pas valorisé, ne paye pas suffisamment par rapport au fait de ne pas travailler. Donc ensuite on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est l'assurance chômage qui est trop haute? Est-ce que c'est les charges qui sont trop élevées? Est-ce que c'est les salaires qui sont trop bas? Mais le différentiel intéressement entre le fait de travailler qui génère des coûts en transport, en garde d'enfants, il y a des coûts induits quand on travaille, et le fait de ne pas travailler, aujourd'hui on ne valorise pas le facteur travail, la valeur travail. Il y a un effet ciseau parce qu'effectivement les salaires n'ont pas beaucoup augmenté ces dernières années et l'inflation elle a explosé et les charges quotidiennes, moi je suis un habitant du Lot qui est un département rural, un Lotois en moyenne, enfin un couple de Lotois en moyenne fait 50 bornes par jour. Vous imaginez au prix du carburant, là il a un peu baissé, mais quand il était à 2 euros le litre, mais vous imaginez ce que ça coûtait d'aller travailler. Et donc aujourd'hui, c'est cet effet ciseau qui a fait démarrer les gilets jaunes et qui peut aujourd'hui ou demain les faire revenir sur les ronds-points parce que ce travail ne paie plus autant qu'il le mérite au vu du prix des charges, de l'inflation qui galope. Et ça c'est honnêtement un sujet pas simplement de crispation, mais de colère sociale qui peut très vite monter. Et c'est pas en faisant le choix entre le congé ou le salaire qu'on va arriver à calmer ça. Le système social français repose sur l'entreprise et les salaires. On finance tout cet argent qu'il n'a pas. Quand je sors mes 3500 euros et qu'il n'a que 1000 euros dans sa poche, la somme qui est entre les deux est considérable. Alors elle sert à financer. On me dit oui, les retraites, mais ça finance les retraites. Financer autrement. Moins de vacances pour gagner plus. Faut-il monétiser la 5e semaine de congés payés? Non, nous disent les auditeurs à plus de 88%. Oui, seulement 12%. Mais vous avez évidemment Patrick, par exemple, qui nous dit, par exemple, les parlementaires, quand est-ce qu'ils vont nous rappeler le sens du mot travail quand ils partent en vacances avant tout le monde? Ou encore Vincent qui nous dit, le gouvernement est en train de nous enlever tous les acquis sociaux. Stop. Et encore Marie qui nous dit, par exemple, écoutez, il faut quand même arrêter de demander des efforts aux Français. Peut-être que l'État devrait commencer par donner l'exemple. Et bien, je crois qu'on est tous d'accord. 0826 300 300. En parlant de l'État, faut-il ou sommes-nous déjà revenus, alors qu'on parle à tout le monde de disette budgétaire ou d'économie, à la République des copains? C'est ce que pourrait nous laisser croire la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Est-ce le retour de la République des copains? C'est en tout cas ce que beaucoup de vous pensez quand on voit notamment la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes au titre de conseillère maître à la Cour des comptes. C'était déjà une petite musique qu'on entendait. C'était déjà une petite musique qu'on entendait avec le Canard enchaîné de la semaine dernière qui disait que pour éviter la censure, François Bayrou était prêt à tout, quitte notamment à nommer Najat Vallaud-Belkacem qui, en tout cas c'était précisé ainsi, est en couple avec Boris Vallaud, le chef des députés Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, et donc que ça pouvait être une forme d'accord où tout le monde y trouvait son intérêt. C'est en tout cas ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Et autour de la table, puisqu'il y a des critiques de poujadistes autour de la table, est-ce que vous pensez en effet qu'on assiste quand même à ça malheureusement de manière très peu dissimulée? Ça se fait vraiment devant nous tous. On entendra dans quelques instants même Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui essaye de justifier cette décision. On le sent un peu mal à l'aise. Mais je me tourne vers vous, Rémi Branco. Est-ce que c'est le retour de la République des copains, ou au contraire, le parcours de Najat Vallaud-Belkacem mérite qu'à un moment, on lui donne un petit billet pour occuper un poste à la Cour des comptes? Je vais vous dire, je suis assez choqué par tout ce que j'entends depuis ce matin, et même un peu révolté par ce que j'entends. Najat Vallaud-Belkacem, elle est compétente. Elle a fait des brillantes études. Elle a été ministre, je le rappelle, pendant 5 ans. Elle a occupé plusieurs ministères. Et aujourd'hui, elle a passé un concours. Ils étaient 125 à le passer, 5 à être reçus. Et une commission indépendante a décidé quels étaient les 5 qui étaient retenus. J'ajoute que Pierre Moscovici s'est déporté pour ne pas lui-même prendre part à ce choix. Non pas parce qu'il est son copain, mais parce qu'il avait été son collègue au gouvernement. Dernier élément. J'hallucine complètement de ce procès du soupçon d'un copinage entre
Macron et le Parti Socialiste, ou Bayrou et le Parti Socialiste, avec au milieu de ça une relation de couple qui aurait à interférer là-dedans. Mais c'est scandaleux. On prête à Bayrou et Macron l'intérêt de mettre Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes pour que le Parti Socialiste ne censure pas le budget. On connaît aussi des politiques capables de petits calculs. Mais vous avez vu la tête du budget? Vous croyez que le PS va pas censurer un tel budget juste parce que Najat Vallaud-Belkacem il accompagne la femme de Boris Vallaud? Mais c'est scandaleux de dire ça. Najat Vallaud-Belkacem elle est compétente, point barre. Juste avant que vous puissiez répondre, Sophie de Menton, je propose pour vos douces oreilles, mais également celles de nos auditeurs, qu'on écoute ce que disait Pierre Moscovici, interrogé ce matin sur France Info par rapport à Najat Vallaud-Belkacem. Écoutez. Najat Vallaud-Belkacem, je suis très choqué par ses commentaires. J'ai pas de relation... Ces commentaires, vous dites la République des copains. Oui, c'est un argument que vous n'entendez pas. Je ne suis pas son copain. J'ai été son collègue dans le gouvernement il y a longtemps. Je la connais, mais bon, je suis pas son copain. Najat Vallaud-Belkacem est une jeune femme qui tout de même a été ministre pendant 5 ans, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui est binationale. Elle a passé une procédure de recrutement, appelons ça un concours. 150 candidats, 150 dossiers déposés pour 5 postes de conseiller maître. 28 dossiers ont été auditionnés par la commission d'intégration que Certes, je préside, dit le président de la Cour des comptes, mais je suis sorti, et c'est vrai, Sophie de Menton, que c'est là où il y a peut-être une entourloupe entre la sélection, le concours. On a l'impression que c'est pas tellement mérité. Alors, je voudrais d'abord, je n'ai rien contre Najat Vallaud-Belkacem, qui a été d'ailleurs un mauvais ministre quand elle était, mais ça peu importe. Vous avez bien fait de préciser dans ce cas-là. Oui, quand même. Alors, je voulais juste dire qu'elle a échoué 2 fois à l'ENA. Après tout, c'est difficile, l'ENA. Je peux comprendre qu'on échoue à l'ENA. Et que la Cour des comptes, c'est quelque chose qui est attribué dans le rang de sortie de l'ENA. Donc, elle ne l'a pas eu comme elle aurait dû l'avoir. Quand vous avez un rang de sortie, vous êtes à la Cour des comptes. Donc, elle ne l'a pas eu. Et d'ailleurs, par exemple, Sarah Knafoul l'a eu automatiquement à la sortie de l'ENA. Bon. Alors, donc, elle est passée devant une commission avec un dossier. Et c'est ce dossier... Voilà, qui lui a donné le privilège d'être à la Cour des comptes. C'est ce dossier. Ça vous choque, Sophie de Menton ? Ça me choque, parce que c'est compliqué. Je suis assez d'accord. Tout le monde se jette dessus maintenant. On n'en sait rien. Est-ce que ça a été négocié vraiment ou pas ? Ça peut être négocié. Mais en échange de quoi ? Attendez, parce que non, en échange de ne pas voter la censure à Bayrou. Mais j'ai pas dit que c'était. Je dis c'est ce qu'on dit. Vous le pensez sérieusement ? Non, je vous dis ce qui est dit actuellement. Je trouve ça étonnant. Donc voilà. Mais il est vrai que c'est curieux qu'on la nomme à un moment comme ça, c'est curieux qu'on en fasse un plat, c'est curieux, elle le réclame depuis je sais pas combien de temps, ça c'est vrai, elle supplie d'être à la Cour des comptes. Bon, après tout, ça arrive. Pas. Non, ça arrive. Mais je pense que, en tout cas, nous sommes certains de rien. Il se trouve que je connais Najat Vallaud-Belkacem et je l'ai félicitée quand j'ai su qu'en mai, elle avait effectivement réussi ce concours. Figurez-vous que ça fait 2 mois qu'elle attend. 2 mois, et ça fait 2 mois qu'elle attend d'être nommée parce que c'est un Conseil des ministres que ça se décide. Et visiblement, je peux vous dire que ni Emmanuel Macron ni François Bayrou n'avaient l'air pressés de la nommer. Mais ça, je comprends. Et racontez-moi, dans quelle mesure vraiment, mais dans quel monde on imagine que le PS ne va pas voter une censure sur un budget pareil parce que Najat Vallaud-Belkacem a été nommée à la Cour des comptes. Malheureusement, mais personne ne peut le croire sérieusement. Malheureusement, la classe politique, vous avez raison, mais la classe politique a une telle image aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais parler de ça. De tout. C'est vrai. Non, mais là, c'est un vrai sujet. Je vais pas parler, moi, des raisons personnelles, techniques, juridiques, mais j'ai envie de dire, le mal est déjà fait. Mais oui. On a eu, vous vous souvenez, au Conseil constitutionnel. Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Jacqueline Gourault, c'est pas une grande juriste. On sait que le Conseil constitutionnel, on a eu la polémique autour de Richard Ferrand. Aujourd'hui, on a la polémique autour de Madame Najat Belkacem. Mais tout ça, quand vous êtes français, vous voyez ça un peu de loin. Vous dites tiens, Najat, elle a fait de la politique, elle a été ministre, elle était actuellement présidente du groupe d'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle avait des fonctions politiques et les gens ne comprennent pas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a plus de confiance en la parole publique nationale. Ces gens qui font de la politique, qui se retrouvent au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, tout ça est un mélange de genres un peu malsain pour beaucoup de gens et peut donner l'impression d'un effet de caste, voilà, et de copinage. Et ça, je trouve que pour la démocratie, dans un moment difficile, on traverse un moment difficile, démocratique, politique, je trouve que ça n'arrange pas les choses. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, sur cette sensation, parfois, et je m'adresse au maire UDI que vous êtes et le vice-président de la région Île-de-France, est-ce que les politiques, malheureusement, souffrent de cette image où, peu importe la décision, il y aura peut-être cette suspicion permanente ?
Mais bien évidemment, ils en souffrent. Enfin, pour le coup, je ne sais pas quelle a été la procédure. Est-ce qu'elle a été respectée ou est-ce qu'elle a été bypassée pour permettre... Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem a été nommé du fait de ses ministres ou du fait d'une tambouille? Le problème de fond, c'est que ça tombe à un moment où on n'a pas besoin de ça. Ça nourrit la je pense que le moment auquel ça tombe... On n'a jamais eu autant de nominations politiques que sous les deux mandatures du président actuel. Castaner, Vargon, Ferrand, etc. Il y a eu un niveau de recasage jamais atteint depuis 6 à 7 ans. Pour le coup, le président de la République a toujours été un soutien extrêmement fort par rapport à ses anciens ministres. On pourrait prendre Poirson, enfin tous. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de Najat Vallaud-Belkacem. Probablement, est-ce qu'elle a fait les choses dans les formes? Probablement, est-ce que c'est grand mérite? Le problème, c'est que ça intervient à un moment où il n'y a pas besoin de ça, où il y a un moment de crise politique, où le PS est un lien central de l'échiquier politique. Est-ce que le PS ira négocier, ira faire évoluer le projet de loi de finances de François Bayrou ou pas? Mais ça jette la suspicion. Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes, la République des copains, c'est la question qu'on vous pose. Sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux. Injuste ou mérité? Injuste, malheureusement, à plus de 97%. Jean-Marc nous écrit pour nous dire bon, de toute façon, c'est l'actualité. Dans 2 jours, plus personne n'en parlera. Nous serons passés à autre chose. Et d'ailleurs, c'est bien regrettable parce qu'à la fin, c'est nous qui trinquons. Laetitia également qui nous dit République des copains, davantage de copains. Cela. Trop d'argent non plus. De façon raisonnable. 0826 300 300. Vous êtes auditeur, vous avez été interpellé par les différents débats qu'on a pu avoir durant cette matinée, que ce soit sur Amir, que ce soit sur Najat Vallaud-Belkacem, que ce soit sur cette idée de travailler plus pour gagner un peu plus, ou tout simplement peut-être sur cette annonce qui a été faite en début de matinée. Je vous propose de la réécouter. C'était une annonce concernant les Chevaliers du Fiel qui font leur grand retour sur Sud Radio. Ça a été annoncé dans l'émission de Christophe Meillan qui était en direct depuis Avignon. Il recevait les Chevaliers du Fiel et notre directeur, Patrick Roger, était sur place et il a annoncé, avec les Chevaliers du Ciel en leur compagnie, le grand retour des Chevaliers sur l'antenne de Sud Radio. Écoutez. On va faire notre retour sur la grille de Sud Radio. Mais non. À partir du mois de septembre. Voilà. L'émission, en quelques mots, ça sera... ça va être du Chevalier du Fiel. Oui, ça j'imagine. Avec nos rubriques. Tous les jours. Bonjour Patrick Roger, comment ça va? En fait, c'est un grand bonheur de revoir les Chevaliers à Sud Radio. Oui. Ce sera à partir du 1er septembre, 17h à 18h chaque jour, et puis dans la matinale également, du lundi au vendredi. C'est à quelle heure déjà? 17h. 17h. Pour qu'on soit à l'heure. Et la matinale, ils n'auront pas besoin de se réveiller parce que je pense qu'on prendra quelques extraits. Voilà, vous avez entendu, vous retrouverez les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio dès le 1er septembre dans votre matinale, avec pour des moments d'humour bien sûr, et en quotidienne, c'est leur grand retour de 17h à 18h. 0826 300 300, cette annonce vous fait forcément réagir si vous êtes des auditeurs historiques. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Sud Radio, j'espère que vous allez tous bien. Mais et vous Jean-Jacques, vous avez une bonne humeur communicative, là tout le monde se met à rire dans le studio subitement, vous allez bien? Mais vous savez, on est dans l'accent du Sud, donc on est tout à fait dans le timbre de nos chers amis les Chevaliers du Fiel. Donc, mais vous êtes dans quel coin Jean-Jacques? Vous nous appelez depuis quel coin? De Beaumont-de-Lomagne, donc c'est à 50 km de Toulouse. Mais extraordinaire, extraordinaire. Et vous nous avez appelé précisément parce que vous avez peut-être connu déjà les Chevaliers du Fiel à la radio et vous êtes ravis de leur retour? Bien sûr, parce que bon, on est de la même époque, on est des anciens soixantenaires là, voilà. Ouais. Et donc du coup, on avait connu la fameuse 5000. Oui, bien sûr. Où il se passait des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à l'antenne, quoi. Donc voilà, quoi. C'est un peu toute une histoire. Et puis ils nous plaisent tellement quand ils nous parlent de choses réelles. Bon, ouais, les choses du quotidien. Oui, la vie des municipaux, par exemple. Bon, bien sûr, culte. C'est carrément une histoire. On sentirait que c'est du vécu, quoi. Bien sûr. Et est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce qui vous plaît de les retrouver comme ça au quotidien? C'est-à-dire que c'est les petits sketchs. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Qu'est-ce que vous espérez de ces émissions?
Ah ben déjà qu'ils nous fassent des sketchs qui collent bien à l'actualité, parce que dans le monde politique, on en a certaines ou certains qui sont vraiment des comiques, je veux dire. Ouais. Ils n'auront pas besoin de beaucoup d'écriture, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire qu'ils auront juste à écouter et à écrire. Voilà, je pense qu'ils peuvent, et puis ça nous fera du bien un peu au baume au cœur, parce que on est tellement, on trouve que dans l'humour aujourd'hui, on est tellement dans une certaine retenue où il faut pas trop choquer tout ça, alors qu'on a connu bien sûr nous des humoristes qui faisaient rire, mais sans être méchants avec les. Oui, c'était les Coluche, les Sacha Guitry, c'était tous ces gens-là, c'est ça? Voilà. Ouais. Et puis bon, ils ont l'accent du Sud, et donc du coup, comme je l'ai moi, on est né avec, ça nous colle, ça ne séparera pas, quoi. Bien sûr, mais Jean-Jacques, ce que vous disiez aussi, la convivialité, c'est ce qu'ils vont apporter aussi, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est-à-dire ils adorent les gens, il y aura des auditeurs, il y aura des sketchs, c'est-à-dire que ce sera vraiment un moment de convivialité à l'antenne. Oui, et puis si on peut en même temps intervenir et puis plaisanter avec eux, ça sera avec grand plaisir, quoi. Mais vous serez le premier à appeler, Jean-Jacques, si c'est le cas. Ah, pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir appelé 0826 300 300 pour parler vrai. Et vous le savez, dites-nous, Jean-Jacques, dites-nous. Merci. Eh bien, écoutez, pour profiter du beau temps, si vous en avez, il faut bien s'hydrater s'il fait très chaud. Et puis, c'est surtout ça. Et puis surtout s'hydrater quand même avec des boissons qui sentent pas trop l'anis quand même. Parce bien sûr. Ils ont tendance un peu à appuyer là-dessus. On met la bouteille sous la table, mon cher Jean-Jacques. Merci beaucoup de votre coup de fil. Plein de bonheur, plein de bonne humeur. Et je le rappelle, pour les Chevaliers du Fiel, vous les retrouverez à la rentrée dans la matinale pour une pastille humoristique. Et tous les jours, entre 17h et 18h. Dans un instant, retour à l'actu. Faut-il favoriser le retour des étudiants de médecine qui ont appris à l'étranger mais qui pourraient revenir facilement en France? C'est un grand non pour la plupart des professionnels de la médecine. Et à partir de 12h30, puisqu'on évoque des pistes d'économie, faut-il aller chercher du côté de l'immigration et du côté de l'AME? Un rapport sénatorial dresse le bilan, c'est encore trop généreux et on doit le réformer. Ça nous coûte quand même 1,3 milliard. 0826 300 300, réseaux sociaux de Sud Radio. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours dans votre émission en direct sur Sud Radio et on va bien sûr commencer à plonger les mains dans le cambouis de l'actualité brûlante du jour avec cette question qui se pose, la réintégration des étudiants en médecine formés à l'étranger qui pourraient subitement, d'une certaine manière, retrouver le cursus français. Bonjour Marianne Kermack. Bonjour, merci pour la proposition de participer à vos débats. Non mais merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. Avant qu'on plonge peut-être dans les détails de ce qui est une proposition du ministre de la Santé, faut-il encore le rappeler, on parle, et arrêtez-moi si je me trompe actuellement, de permettre à des étudiants français qui sont partis se former à l'étranger de réintégrer les facultés françaises, c'est ça ? C'est ça. Et en quoi ça poserait problème? Parce qu'on pourrait se dire, bon, en réalité, ils ont parti faire un bout de formation dans un coin de l'Europe, en Pologne, en Espagne, peu importe où, ils réintégreraient le cursus, ça ferait plus de médecins. En quoi c'est un élément bloquant pour vous? Oui, en effet. Alors nous, on a plusieurs points de vigilance concernant ce retour des étudiants donc français partis à l'étranger, étudier. Nous, déjà, pour nous, ça représente une certaine forme de rupture d'égalité où dans les pays hors France, ils ont eu une formation complètement différente. Et en fait, en réintégrant notre cursus, ça serait même presque délétère pour eux qui ensuite vont passer des épreuves en 6e année. On a des épreuves pour choisir notre spécialité de médecine. Et ce serait pour eux très compliqué, on le voit dans les résultats, qu'ils ont un fort taux d'échec. Et ce serait en fait très compliqué pour eux de s'insérer là-dedans. On parle d'un taux de réussite par ces concours, à propos de ces concours après la 6e année, on parle d'un taux de réussite de près de 3%, c'est ça ? Alors non, c'est le taux d'échec. Le taux d'échec, d'accord. C'est ça. Pour les étudiants qui font leur cursus en France, on a un taux d'échec de 3% à ces épreuves nationales, ce qui est relativement bas. Et pour ces étudiants partis à l'étranger, ils ont un taux d'échec à 83%. Et est-ce qu'on a le taux de réussite ou au contraire peut-être le taux d'échec que vous pouvez nous donner de ces étudiants partis se former à l'étranger qui tentent déjà, parce qu'il faut le dire, ça existe déjà. Et à leur retour de l'étranger, en 6e année, ils passent un concours. Est-ce qu'on a, on va dire, des chiffres concernant leur réussite ou leur échec ? Eh bien, c'est ce 83% d'échec à ce concours de 6e année.
D'accord. Et vous nous dites en réalité que ces étudiants vont donc débarquer. En quoi c'est une rupture d'égalité? Parce qu'après tout, qu'est-ce qui change entre le concours qui passe aujourd'hui à la fin de la 6e année et la proposition du ministre de la Santé, pour qu'on comprenne bien? En fait, la différence, elle est dans toute la formation. C'est-à-dire que leur sélection n'a pas été la même que la sélection des étudiants qui font leurs études en France. On sait que voilà, les études de médecine, c'est un cursus très sélectif. On le voit avec le numerus clausus, qui est devenu apertus. Et là-bas, le moyen d'entrer dans ces écoles de médecine à l'étranger, c'est l'argent. Donc ça, en fait, il y a aussi une question financière ça précarise encore plus des étudiants qui, à cause d'un numerus clausus, maintenant apertus, qui est très restreint en France, ont dû partir à l'étranger, c'était leur moyen, et en plus de ça, se précarisent en devant débourser des milliers d'euros pour rentrer dans ces écoles. Donc ce que vous dites, c'est que en réalité, ceux qui font cette rupture d'égalité, c'est souvent sur la base de l'argent, ce qui est totalement scandaleux. Vous nous expliquez qu'il y a un contournement quand même du système français, mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent en réalité on va lutter contre les déserts médicaux, comme on ne peut pas mettre, et quand bien même on mettrait fin au fameux numerus clausus, ça n'aurait pas, on va dire, d'impact immédiat ou d'effet immédiat. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent tous ces étudiants formés à l'étranger, ils sont peut-être moins bons, mais ça va permettre d'aller installer plein de médecins un peu partout en France et donc de lutter contre ces déserts médicaux? Marianne Carmack. Là, ça remet aussi en question la qualité d'un médecin. Nous, on est pour aussi une formation qualitative. Oui. Et c'est vrai qu'il y a la question de est-ce qu'il vaut mieux la qualité ou la quantité. Et en effet, c'est une question qui est brûlante dans l'actualité. Et nous, on est plutôt, on n'est pas contre en fait une augmentation de ce numérus. Alors en effet, les étudiants qui vont rentrer là maintenant seront formés que dans une dizaine d'années. Mais on essaye aussi de pallier à des politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années et qui ont réduit le nombre d'étudiants. Et il y a eu une mauvaise anticipation en fait de cette augmentation des besoins de santé. Mais nous, on est plutôt pour cette augmentation du numérus, à condition, bien sûr, que les moyens financiers et humains soient mis en œuvre pour justement garder notre formation qualitative. Mais ce qui n'est pas clair, c'est... Oui, allez-y, finissez. Oui, non, parce que j'allais dire que ça soit d'un point de vue facultaire ou hospitalier, on a vraiment une dégradation de la formation avec une surcharge des hôpitaux. Nous, on nous demande de venir des fois qu'une semaine sur 2 en stage parce que les terrains de stage sont surchargés. Donc c'est vrai que il y a aussi toute cette problématique où il y a vraiment un manque de moyens. Déjà actuellement pour le nombre d'étudiants qu'on est, et si on avance vers une augmentation de ce nombre d'étudiants, qui soit au final, qui passe par les voies françaises ou des voies étrangères, dans tous les cas, cette augmentation, il va falloir qu'elle se suive d'une augmentation des moyens alloués aux facultés. Oui, on rappelle avec vous, Marianne Carmack, vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France, qu'on parle de ce projet du ministre de la Santé, Yannick Neuder, de réintégrer dans les universités françaises les étudiants français partis étudier la médecine justement à l'étranger. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'on ouvrirait peut-être des places supplémentaires ou dans les facs ou dans les stages, ou alors vraiment un étudiant français parti à l'étranger se former serait en capacité potentiellement de prendre la place d'étudiants qui ont suivi le même cursus en France? Pour nous, on serait plutôt sur une augmentation en France de la capacité d'accueil en France pour que tous les étudiants aient la même formation et qu'on puisse de ce fait augmenter le nombre de médecins à terme. Mais dans le projet actuel du ministre, le but est que potentiellement un Français qui est parti étudier en espagnol quand il revient pourrait prendre la place de l'étudiant qui est resté en France. Oui, c'est le projet du ministre en effet. Et c'est pour ça que nous, on suit la conférence des doyens et doyennes en s'opposant à ce projet. Quelles sont les solutions que vous pourriez potentiellement proposer en plus d'une augmentation des moyens? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver concernant ceux qui partent à l'étranger? Est-ce qu'il faut refuser totalement de les récupérer, ou est-ce qu'on doit peut-être changer le concours à la fin de la 6e année? Quelles seraient peut-être les pistes de travers que vous pourriez soumettre au ministre de la Santé, Yannick Neuder? Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant de changer le concours de 6e année qui a changé il y a quelques années, c'est très récent. Ensuite, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de position sur comment réintégrer ces étudiants partis à l'étranger. C'est quelque chose sur lesquels on a assez peu d'informations, on n'a pas beaucoup de contact en fait avec ces étudiants. Et est-ce qu'il faudrait Marianne Carmack, on sait que la première année, notamment de médecine, je ne sais plus quel est le terme exact pour cette première année où vous passez le premier concours, où on sait que c'est très difficile. Est-ce qu'il serait envisageable, selon vous, peut-être d'alléger très légèrement le niveau pour éviter que ça en mette autant sur le côté? Alors, alléger le niveau ou alors surtout augmenter les places.
Non, on sent bien que c'est la décision qui est à votre faveur. Merci beaucoup Marianne Kermach de nous avoir expliqué cela, vice-présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. On le rappelle avec ce projet de loi de Yannick Neuder de réintégrer dans les universités françaises les étudiants partis étudier la médecine, mais à l'étranger. Dans un instant, alors qu'on parle d'économie partout, vous avez entendu la prise de parole de François Bayrou. Les oppositions commencent à dire vous êtes gentils, on n'a rien entendu sur l'immigration. Et ça tombe bien parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mais accessoirement président des LR, a affirmé hier, si on doit toucher à l'immigration, ça doit passer par la réforme de l'AME, l'aide médicale d'État. Ça tombe très bien, il y a un rapport d'évaluation du Sénat qui pointe, je cite, un dispositif généreux et inchangé malgré les promesses gouvernementales. On en parle avec Vincent Delahaye, sénateur d'Union centriste de l'Essonne. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Une demi-heure pour prendre le temps d'un sujet complexe. L'aide médicale d'État, plus connue sous le nom d'AME. Ça nous coûte 1,3 milliard d'euros par an. Et après la prise de parole de François Bayrou sur l'état des finances publiques et les pistes évoquées pour trouver les fameux 40 milliards, 43,8 milliards très précisément suite à sa prise de parole, beaucoup ont dit c'est drôle et on n'a pas du tout entendu le mot immigration. Or c'est un sujet sur lequel on peut avoir énormément d'économies. Bonjour Vincent Delahaye. Bonjour. Vous êtes le sénateur Union centriste de l'Essonne et ça tombe bien parce que vous avez rendu un rapport d'évaluation de ce que coûte en réalité l'AME du Sénat. Première question avant qu'on rentre dans les détails de ce dispositif. Le Premier ministre a parlé. Vous êtes centriste, c'est pas une insulte. Qu'avez-vous pensé de la prise de parole du Premier ministre qui est décriée quand même depuis 2-3 jours ? Écoutez, d'abord c'est courageux de vouloir faire un plan d'économie puisque ça fait des années qu'on n'en fait pas. Donc ça fait des années qu'on laisse dériver, et quand je dis des années, c'est des dizaines d'années où on laisse dériver à la fois le déficit et la dette. Ça veut dire qu'en fait on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. Le déficit réel aujourd'hui il est de 35%. Je ne sais pas si vous savez, parce qu'on parle souvent de 5-6%, donc ça paraît pas beaucoup aux gens, mais en fait il y a 35% de nos dépenses qui sont pas couvertes par des recettes chaque année. Donc ça veut dire que c'est considérable. Et c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un effet boule de neige sur la dette, qui fait que la dette augmente et les intérêts de la dette augmentent de plus en plus et beaucoup plus vite que notre richesse nationale. Donc ça devient très très dangereux et il est bien que le Premier ministre fasse appel effectivement à l'esprit de responsabilité des Français. Maintenant, et puis bon, il a un plan quand même assez complet. Le problème, c'est qu'il n'a pas de majorité pour le faire adopter. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité pour faire adopter un plan comme celui-ci, qui est compliqué parce que à chaque fois qu'on augmente les impôts, ça rouspète un petit peu, mais finalement on se dit c'est pas forcément nous, on sait pas trop. Mais quand les dépenses, elles touchent beaucoup de gens en fait, parce que beaucoup de gens dépendent de budget de l'État. On demande beaucoup à l'État de façon générale. Et il y a de plus en plus de gens qui touchent des subsides de l'État. Donc c'est vrai que du coup ça touche les personnes, mais il faut prendre conscience qu'on a absolument besoin de ces économies. Malheureusement, je crains qu'elles ne passent pas la rampe du Parlement et qui reste au final que des augmentations d'impôts. Parce que dans le plan d'économie, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 25% d'augmentation d'impôts quand même. Oui, ça c'est sûr. Donc, mais est-ce que vous pensez que, si je vous écoute attentivement, qu'il y aura forcément la censure de François Bayrou à l'automne ? Si j'avais un pari à faire, je parierais plutôt qu'il y aura une censure. Je vois mal comment il peut faire passer un budget, ou alors, sauf à reculer sur tous les plans, mais ça va être très très compliqué. Est-ce que vous avez on va dire, ressenti la même chose que beaucoup de politiques qui ont écouté cette intervention et qui ont dit, bon, il est formidable, François Bayrou, il est peut-être même courageux, mais il y a un mot qu'il n'a pas prononcé du tout. Et ce mot-là, c'est immigration. Or, beaucoup d'oppositions, notamment la droite et l'extrême droite, en tout cas LR, le RN, disent c'est un sujet sur lequel on peut faire énormément d'économies. Je rappelle que vous avez rendu un rapport d'évaluation sur l'AME, l'aide médicale d'État. Est-ce que vous comprenez cette critique ? Bien sûr. Moi, je pense que quand on demande des efforts partout et à tout le monde, il faut que effectivement ça touche tous les secteurs. Et l'immigration, c'est un secteur toujours compliqué parce qu'on se dit on doit être humain, on doit accueillir, mais en même temps il faut être aussi rigoureux parce qu'il faut se fixer des règles parce qu'on peut pas accueillir effectivement toute la misère du monde. Le fameux duo humanité-fermeté. Voilà. Et moi, je pense que l'humanité et la fermeté peuvent être conjuguées. Il n'y a pas un choix à faire. Il n'y a pas un choix à faire. Et je pense que la fermeté, il faut l'avoir. La rigueur, il faudrait l'avoir, mais dans plein de domaines. Ouais. Et dans ce domaine-là aussi. Et dans celui de l'immigration. Voilà, dans celui de l'immigration, on a l'impression, ces dernières années, en fait, on a l'impression que l'immigration, notamment irrégulière, a nettement augmenté.
C'est-à-dire que quand on c'est pas qu'une impression d'ailleurs, malheureusement, même si on n'arrive pas à la calculer précisément. Quand on prend quelques chiffres, non, on a du mal à la calculer. Moi, je l'ai évalué à peu près à 900 000 personnes. Mais quand on prend les chiffres entre 2020 et 2024, en fait, on a une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, de 26%. On a une augmentation du nombre d'interpellations de personnes en situation irrégulière de 37%. Et on a une augmentation du nombre de demandeurs d'asile de 69%. Donc en fait, par l'intermédiaire de l'AME, vous êtes en capacité on va dire, d'avoir des statistiques concernant l'immigration irrégulière qui augmentent. Alors, en tout cas, les statistiques, c'est assez compliqué en la matière, comme malheureusement dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, mon sentiment, c'est que ça a augmenté ces dernières années et qu'on le voit à travers l'AME, l'aide médicale d'État, qui est la couverture santé des personnes en situation irrégulière. Donc, en droit commun, mais aussi soins urgents et aussi aide humanitaire. Donc, il y a plusieurs domaines dans l'aide médicale d'État. Mais on s'aperçoit que le nombre de bénéficiaires augmente considérablement et que du coup, forcément, la dépense en face augmente aussi considérablement. Alors, plongeons à pieds joints dans votre rapport, d'une certaine manière. C'est l'évaluation de l'AME. Déjà, vous avez commencé à le faire pour nos auditeurs. Rappelez ce que c'est AME, aide médicale d'État. Ça coûte combien? Ça protège qui? Et quel est l'objectif? Donc c'est la couverture santé des personnes en situation irrégulière qui se trouvent sur le territoire. Donc ces personnes vont à l'assurance maladie pour obtenir une carte. Donc ils doivent présenter un certain nombre de documents pour obtenir cette carte d'AME. Et ça a un coût annuel. Alors vous avez dit 1,3 milliard tout à l'heure, c'est un petit peu plus. C'est presque 1,4 milliard. C'est 1,387 milliard, donc presque 1,4 milliard. Quand je suis devenu sénateur en 2011, et j'ai les chiffres de 2012, mais en tête, c'est 702 millions à l'époque. 702 millions, ce qui était déjà beaucoup, ça a doublé. Ça a doublé depuis 2012. Entre 2012 et 2024, les dépenses ont doublé. Donc, et vous dites dans votre rapport ce chiffre, en 10 ans, l'AME a bondi de 68%. Tout à fait. C'est considérable. Et en 12 ans, elle a doublé. Donc c'est considérable et on a l'impression que c'est presque inéluctable. Alors que les premiers ministres Borne et Attal s'étaient engagés à réformer, parce que en fait le Sénat avait adopté, lors d'un projet de loi sur l'immigration, avait adopté la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Et Bruno Retailleau tient beaucoup à cette appellation. Et en fait, à ce moment-là, le gouvernement avait dit, écoutez, on va demander une étude à messieurs Evin Stefanini, un de gauche, un de droite, donc étude et rapport qui a été forcément un petit peu plus mitigé parce que l'un et l'autre se contraient un petit peu. Mais c'était un rapport politique. Ceci étant, ce rapport était intéressant, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient dedans, et en réalité, il n'y a pas eu de suite. Comme malheureusement. Donc il a été mis au fin fond d'un placard. Sans doute, au fond d'un tiroir, d'un placard, je ne sais pas où. Mais quelque part, on ne peut pas le retrouver, qu'on a fermé à clé. On a malheureusement en France beaucoup de rapports qui terminent comme cela. C'est pour ça que moi je dis souvent qu'il faut arrêter de faire des études, notamment par les fonctionnaires. Parce que si on réduit le nombre de fonctionnaires, il faut réduire le nombre d'études. Et on a trop de rapports qui terminent dans les tiroirs. Alors moi, j'aime pas que mes rapports terminent dans les tiroirs. C'est pour ça que ce rapport-là, j'ai fait un rapport sur les autoroutes, j'ai fait un rapport sur l'électricité. Et ce rapport sur l'aide médicale d'État, je souhaite que le gouvernement s'en saisisse. Je regrette que François Bayrou n'ait pas du tout avancé ou annoncé quoi que ce soit en la matière. Parce que on avait proposé un certain nombre d'avancées au niveau du Sénat. J'en ai proposé à nouveau dans mon rapport. Et je pense qu'on ne peut pas supprimer l'aide médicale d'État parce que... Ce que j'allais vous poser comme question, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être... pensent qu'on pourrait le supprimer. Mais oui, surtout en se disant, en réalité, on est en train d'offrir des soins à des gens qui sont déjà en situation irrégulière. Donc c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Ça veut dire que dans ces cas-là, on les laisse mourir, ces gens-là, on les soigne pas, et ça peut coûter à la fin beaucoup plus cher, en fait, si on laisse leur état se dégrader. Donc, humainement, c'est impossible à faire. Et quand on rencontre les médecins, moi, je suis allé en Seine-Saint-Denis, je suis allé en Essonne, j'ai tourné sur certains hôpitaux. C'est impossible. Par contre, on peut être beaucoup plus rigoureux dans le panier de soins accepté, dans les autorisations préalables, dans les personnes bénéficiaires. Ça, on peut y revenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Maintenant, moi, je proposerais jamais la suppression. Alors, par contre, qu'on soit plus rigoureux sur le plan de la politique d'immigration et qu'on évite effectivement l'immigration irrégulière au maximum, c'est
c'est un des facteurs qui permettrait de mieux maîtriser la dépense d'AME. Mais vous avez eu un mot très important, il y a eu des polémiques il y a quelques mois sur les fameux paniers de soins. C'est ce qui est autorisé, ce qui est pris en charge par l'AME. On a dit, oui, mais de toute façon, l'AME, c'est n'importe quoi, ça va jusqu'aux rhinoplasties, jusqu'aux oreilles décollées. Est-ce que ça, c'est vrai? Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, il y a sans doute... Alors, on a du mal à avoir les informations, hein, pour ne rien vous cacher. Même quand on est parlementaire, les gens pensent que les parlementaires ont toutes les informations, mais en réalité, c'est très compliqué. Enfin là, ça concerne le panier de soins, donc on doit pouvoir savoir où va l'argent des Français si ça concerne une rhinoplastie ou un pneumothorax. Mais sur plein de domaines, on devrait savoir où va l'argent, mais parfois on a du mal à le savoir. Donc, et à obtenir les informations correspondantes. Donc, par rapport à votre question très précise, moi, j'ai pas vu dans mes visites et autres ce type de soins pris en charge. Ceci étant, moi, je propose qu'on ait un accord préalable pour les soins qui ne sont pas urgents. Et pour un certain nombre donc de soins, de psychothérapie, voilà. Par exemple, la psychothérapie est prise en charge. Alors, pour l'instant, oui, sauf il y a un accord préalable pour les bénéficiaires de moins de 9 mois de l'AME. Et je ne vois pas pourquoi on se limite à 9 mois. En réalité, on devrait avoir un accord préalable pour pas mal de soins comme ça, pour dire, voilà, ça freinerait sans doute la dépense. Comme ça, au moins, on aurait des accords et on verrait, en réalité, on pourrait maîtriser beaucoup mieux. On apprend aussi dans ce rapport que l'État ne couvre pas les dépenses pour lesquelles, malheureusement, il s'en charge. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Et on revient sur l'immigration, source idéale d'économie, notamment en passant par l'AME. C'est ce que proposent beaucoup de politiques. Ben, ça tombe bien. On en parle avec Vincent Delahaye, sénateur d'Union centriste, qui est l'auteur d'un rapport qui évalue justement ce coût de l'AME, dispositif généreux, inchangé malgré les promesses gouvernementales. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Faut-il se pencher sur le sujet migratoire et notamment sur l'acronyme qu'on connaît tous, l'AME, aide médicale d'État. Coût pour l'État par an, 1,3 milliard. Et on en discute avec Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, qui est l'auteur d'un rapport d'évaluation justement de ce dispositif. Concrètement, quand vous vous êtes penché dessus, est-ce qu'on peut avoir un portrait robot des utilisateurs, des bénéficiaires plutôt de l'AME ? Les bénéficiaires de l'AME sont principalement masculins, relativement jeunes, et du coup ont un coût de soins par bénéficiaire moindre que l'assuré moyen français, qui est souvent plus âgé. Donc voilà, on a ce dispositif. Alors après, les bénéficiaires peuvent devenir bénéficiaires s'ils présentent un certain nombre de pièces d'identité et dans lesquelles il y a l'extrait d'acte de naissance. Et par rapport à ça, vous détaillez dans votre rapport les territoires qui en bénéficient le plus. Donc on retrouve Paris, l'Essonne, Seine-Saint-Denis. Un peu trop vite. Non, je vous en prie. Non, mais c'est très important pour voir quels sont les territoires. C'est principalement les territoires les plus urbains qui concentrent le plus de personnes en situation irrégulière. Paris, bien sûr, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, les Bouches-du-Rhône, le Rhône et la Guyane. Ce sont les principaux territoires qui concentrent des bénéficiaires de l'AME. Avec un sujet sur la Guyane ? Alors, le sujet sur la Guyane, c'est qu'il y a eu une augmentation assez forte en Guyane. C'est presque 8% des bénéficiaires, la Guyane seulement. On a les extraits d'actes de naissance qui sont présentés comme des pièces d'identité. Ça m'a un petit peu choqué parce que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et donc on arrive avec un bout de papier marqué acte de naissance. Voilà, falsifier son identité ou. Donc ces extraits d'actes de naissance, ça représente 40% quand même des bénéficiaires de l'AME en Guyane qui présentent des extraits d'actes de naissance. Donc moi je suis personnellement pour supprimer cette possibilité, de dire qu'on s'en tient au passeport ou à la pièce d'identité. Vous dites aussi dans ce rapport, et vous expliquez le principe, on a commencé à l'aborder avant de partir en pub, l'État en réalité ne couvre pas ses dépenses. Expliquez-nous, parce que c'est absolument insensé. À l'heure où on nous demande à tous de nous serrer la ceinture, l'État donne un chiffre pour l'AME, en quelque sorte, qu'il ne respecte pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que très peu de gens connaissent cet aspect-là, et si vous êtes en train de conduire, mettez le frein, asseyez-vous tranquillement, parce que c'est assez sidérant. Voilà, et en fait, les dépenses en 2024 ont atteint, comme je le disais tout à l'heure, 1,387 milliard. En réalité, l'État avait inscrit dans le budget à peu près 1,250. Il a retiré 50 millions pour faire des économies, pour dire je fais des économies, je retire 50 millions. Sur le budget, disons, prévisionnel. Le budget prévisionnel. Mais en fait, il savait qu'il allait dépenser plus.
Mais qui dépense plus? C'est la sécurité sociale, puisque c'est la sécurité sociale qui demande à l'État de se faire rembourser. Donc ce qui fait que cette année, en 2024, il y a eu 185 millions de dettes de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale. Ça veut dire que l'État n'a pas budgété 185 millions d'euros, et c'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut la vérité des prix. Quand on fait un budget, on doit être proche de la réalité. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun Français qui nous écoute. Là, on a l'impression qu'on n'est pas sincère, que l'État donne un montant qui, en fait, est un... C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des budgets. Les budgets, c'est du virtuel. Oui. Le réel, c'est la réalité. C'est virtuel pour l'État, parce qu'en réalité, je connais pas un auditeur ici qui a un jour fait un prêt ou qui a une entreprise qui fait un budget et qui a le droit de dépasser comme le fait l'État. C'est virtuel pour l'État, malheureusement. Mais dans ce que vous dites aussi, déjà, on peut en effet s'interroger sur non pas la pertinence d'un tel dispositif, mais parfois sur l'existence, quand on nous parle à ce point d'économie, de savoir qu'il y a un dispositif en France qui vient en aide aux personnes irrégulières. J'imagine que ça peut froisser beaucoup de gens, mais ce qu'on apprend surtout, c'est que dans ces personnes irrégulières, certains sont, disons-le poliment, encouragés par l'État de sortir pour des motifs à l'ordre public. Ces gens-là, malgré la décision de l'État de ne pas prolonger ou de les signifier de s'en aller du territoire, bénéficient quand même de l'AME. Tout à fait, ça veut dire que les personnes dont le titre de séjour a été retiré ou refusé, même pour des motifs d'ordre public, ça veut dire que c'est des personnes effectivement dont on ne souhaite pas qu'ils restent sur le territoire, continuent à bénéficier de l'aide médicale d'État. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que quand bien même on se présente... C'est qu'aujourd'hui, dans le règlement de l'aide médicale d'État, il n'est pas prévu qu'on leur retire, suite à ces refus ou à ces retraits, il n'est pas prévu qu'on leur retire le bénéfice de l'aide médicale d'État. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'on leur retire. Il y a à peu près 6 000 personnes qui sont dans ce cas en France. Et alors c'est sur 465 000 bénéficiaires. Oui. Parce que le nombre je disais tout à l'heure, on peut évaluer à peu près à 900 000 le nombre de personnes en situation irrégulière. Il y a 465 000 qui sont bénéficiaires de l'AME, qui ont une carte d'AME. Et dessus, il y a, parmi ces 465 000, il y en a 6 000 qui sont, à qui on a retiré des titres. Mais qui continuent d'en bénéficier. Et qui continuent d'en bénéficier. Et voilà. Ces 6 000, on les connaît, puisque quand même la fascination administrative française. Bien entendu. Et donc, il n'y a même pas une opération de bon sens. C'est-à-dire que personne n'a pensé à intégrer le fait que quand on demande à quelqu'un de partir, il ne bénéficie plus des avantages du pays. Je ne sais pas si personne y a pensé, en tout cas, ça n'a pas été fait. Donc, il faut le faire pour notamment faire quelques économies. Pour moi, c'est clair. Et dans ce que vous proposez aussi, il y a prendre en compte aussi les revenus des personnes qui habitent avec les bénéficiaires de l'AME, parce qu'en réalité, il est peut-être pas logique que l'État paye pour quelqu'un si l'autre a les moyens, si le compagnon ou la compagne a les moyens. Moi, je pense que effectivement le conjoint devrait être pris en compte dans le montant du plafond de ressources qui est intégré pour bénéficier de l'AME. Et il y a aussi un élément, c'est qu'aujourd'hui, les enfants mineurs et majeurs sont aussi bénéficiaires sont des ayants droit par rapport aux bénéficiaires de l'AME. Donc ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier des soins. Donc moi, je suis, et ça a été un des éléments du rapport Evin Stefanini qui n'a finalement pas été adopté, mais on avait proposé au Sénat qu'on retire les enfants majeurs de cette possibilité de bénéficier de l'AME. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. On a parlé tout à l'heure de l'accord préalable de l'assurance maladie. Oui. Mais c'est vrai que pourquoi la réserver uniquement aux bénéficiaires qui ont moins de 9 mois sur le territoire ? Pourquoi pas, pour les soins non urgents, bien entendu, le généraliser. Ça limiterait, je pense, l'augmentation des dépenses et ça pourrait peut-être même faire des économies. On va peut-être dire sur ce sujet des économies. Mais justement, sur le sujet des économies, Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, qui est à l'origine de ce rapport d'évaluation du dispositif de l'AME, 2 questions encore. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Souvent, vous parlez d'économies, on entend souvent beaucoup de formations politiques dire qu'on pourrait, on serait en capacité de faire, mais vraiment, des sommes d'économies colossales sur l'immigration, encore plus sur l'AME. Vous qui êtes l'auteur de ce rapport sur ce sujet, à combien estimez-vous possible sur ce dispositif ? Bruno Retailleau le disait hier encore, il faut absolument le réformer. Sur ce dispositif, combien l'État peut gagner ? Alors, on peut estimer, je vous ai dit que c'était à peu près 1,4 milliard en 2024. Oui. On peut estimer qu'on pourrait faire à peu près entre 200 et 300 millions d'économies. Ce qui n'est pas négligeable. Ah ben non. 200 ou 300 millions, c'est pas des milliards, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc on a besoin aussi de faire des économies un petit peu partout. Et sur ce sujet, je pense que les Français attendent de nous une rigueur particulière.
Et je crois qu'il faut leur montrer, voilà, on peut, comme je le disais tout à l'heure, être humain et ferme. Et cette fermeté, on en a besoin sur le sujet. Et il y a aussi une donnée qu'on entend régulièrement, qui est que l'AME constitue un appel d'air pour l'immigration irrégulière. Vous entendez cette musique? Est-ce qu'on a des données objectives à ce sujet qui nous permettraient de l'affirmer? Honnêtement, non. Honnêtement, on n'a pas vraiment d'éléments. Le rapport Evin Stefanini a conclu que c'était pas du tout un appel d'air. Moi, j'ai du mal à le faire parce que les éléments que j'ai pu collecter ne me permettent pas de conclure, mais c'est pas un sentiment que j'ai. Par contre, c'est vrai qu'on reste très généreux, comme souvent en France, on est capable d'être très généreux avec l'argent de tous, mais quand on compare avec les pays européens, ce que j'ai fait dans mon rapport... Vous comparez notamment l'Allemagne, où vous expliquez à quel point c'est un dispositif qui marche. L'Allemagne, l'Italie sont plus restrictifs que nous, et ceux qui sont très restrictifs, c'est le Danemark et la Suisse. Donc je crois qu'entre être très généreux et être simplement généreux ou normal, je dirais... Il y a des marges et effectivement, on peut arriver à faire des économies, y compris sur l'aide médicale d'État, si on en a vraiment la volonté. Est-ce que vous avez bon espoir, et ce sera ma dernière question, d'être entendu par le gouvernement actuel avant peut-être le budget d'automne qui recherche désespérément des économies? Oui, alors... J'ai entendu un oui plus convaincu, plus convaincant. Oui, bien sûr, parce que vous savez, dans la discussion budgétaire, il y a toujours des allers-retours et ce sujet-là, il est souvent très politique. Malheureusement, on n'arrive pas vraiment à objectiver les choses. Moi, je pense qu'on peut faire des économies s'il y a une volonté de réforme. Si on ne réforme rien, comme s'il s'est passé en 2024, on risque de faire des dettes sur la sécurité sociale. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire une réforme. Il faut accepter de réformer le dispositif et de s'attaquer à ce sujet. Et ensuite, on fait des économies. Merci beaucoup, Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, pour être venu nous expliquer les méandres parfois de ce dispositif qu'est l'AME et vous appelez à cette réforme parce que 300 millions, on prend. On sait en effet les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Sud Radio parce que demain nous nous retrouvons, même studio, même heure, 10h, 13h, 3 heures de direct. Mais je vous confie et je vous laisse entre les parfaites mains de Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit le camarade Pierre Douglas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.